Bonsoir à tous et bienvenue dans Vital, votre magazine santé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Aujourd'hui, on a deux invités. Karine Thirion, merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice du CPVS, le Centre de prise en charge des violences sexuelles du CHU. Merci d'être là avec nous ce soir. Et Rally Scali, merci d'être avec nous aussi. Vous êtes médecin biologiste et vous travaillez à l'hôpital de la Citadelle. Exactement. Alors tous les trois, ce soir, on va parler des festivals qui s'annoncent durant cet été et de comment faire finalement pour que ça se passe au mieux et pour tout le monde. On parle surtout de prévention, alcool, drogue ou violence sexuelle. On n'oublie pas avant tout qu'un festival, on y va pour la musique et que en principe, c'est pas un piège et que tout doit bien se passer, tout se passe bien. D'ailleurs, on a des chiffres et on va en parler sur les éditions précédentes des festivals, mais on part du principe que prévenir, c'est guérir et que on va un petit peu mettre ça en lumière ce soir. Tout d'abord, Karine, c'est quoi un CPVS? C'est assez neuf finalement. Oui, alors un CPVS, c'est un centre de prise en charge des violences sexuelles. C'est assez neuf, ça date d'il y a 5 ans, c'est un projet fédéral qui vise à amener une meilleure prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. Il y avait un gros chiffre noir, donc le fléau des violences sexuelles est un fléau qui est assez répandu dans tous les pays, partout dans le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pays qui s'en sort mieux que l'autre à ce sujet? Non, c'est un fléau qui est assez universel et l'Europe avait souhaité que les pays européens prennent des mesures pour pouvoir mettre en place des structures qui permettent un meilleur trajet de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et donc chaque pays qui rentrait dans la Convention d'Istanbul, qui a été initiatrice de ça, s'engageait quelque part à mettre des moyens pour une meilleure prise en charge de violences sexuelles. Et la Belgique est rentrée à ratifier cette convention en 2016. Ils ont mis en place 3 projets pilotes en 2017, un à Bruxelles, un à Gand et un à Liège, au CHU. Et puis après 1 an et demi, on s'est rendu compte que c'était vraiment très efficace et que ça apportait beaucoup de sécurité à ces personnes. Et donc le projet, il a été pérennisé. Et l'idée de base, c'est de permettre aux victimes de venir, de tout pouvoir faire en un seul lieu, en un seul moment. C'est comme ça que ça a évolué finalement. Et c'est comme ça que ça a évolué. Facilitation des choses pour la victime. Oui, éviter de devoir aller au poste de police. Faire la même chose dans plusieurs endroits différents. Voilà, et de devoir être transporté vers un institut médico-légal et puis vers un médecin. Et donc ici, tout converge vers le CPVS qui se trouve toujours dans une structure hospitalière et où on prend la personne en charge du début à la fin, aussi bien au niveau de l'accueil psychologique, au niveau de la mise en place de toutes les démarches médicales nécessaires par rapport à la situation, mais aussi on fait sur place tout ce qui est médico-légal quand elle veut porter plainte ou pas, parce que parfois les personnes ne veulent pas porter plainte et on propose quand même de faire des prélèvements et de les garder pendant 6 mois. Comme ça lui laisse le temps de métaboliser. Ça a changé. Ah, énormément, oui. C'était pas du tout ainsi il y a 10, il y a 20 ans. Il y a 5 ans, c'était pas comme ça. Voilà, il n'y avait pas ces centres ces centres de prise en charge de violences sexuelles. Et ici, on prend l'exemple des festivals d'été, mais en fait, c'est valable, ce qu'on va dire ici, ce qu'on va développer, c'est valable toute l'année, forcément, dans tous les événements festifs ou même autres. Nous, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on a des personnes qui viennent dans des contextes qui sont tous différents. Donc c'est vrai que le week-end, on aura parfois plus de jeunes qui ont été victimes d'incidents de ce type-là dans le carré, après une fête, en sortie entre copains. Mais on peut avoir des enfants, on a beaucoup de situations intrafamiliales, intraconjugales, il y a de tout. Et on accueille tout le monde, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, entre les petits-enfants et les vieilles madames, parce qu'il y a vraiment de tout. Voilà. Vous le disiez, il n'y a pas eu de campagne de visibilité finalement pour ces CPVS, mais vous sentez qu'au fur et à mesure du temps, on les connaît, on les intègre de plus en plus. Oui, parce que les CPVS reposent d'abord sur un partenariat entre la police, le parquet
et l'hôpital, et que c'est un partenariat très étroit, et que du coup les zones de police ont été petit à petit familiarisées à la procédure. Donc forcément ils savent que quand quelqu'un vient à la police pour ce type d'agression, ils renvoient directement chez nous, ils amènent la personne eux-mêmes chez nous, et donc ça permet à nouveau cette collaboration et cette prise en charge complètement holistique au sein de nos locaux. On rappelle que les infirmières qui font des prélèvements, ce sont des infirmières légistes. Ça aussi, ce sont des choses qui ont évolué. Elles sont nouvelles, oui. Oui. Donc elles ont une formation qui est octroyée par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, dont nous dépendons au niveau fédéral. Et on a une formation, les psychologues aussi ont une formation, les policiers aussi ont une formation, le parquet aussi. Et les infirmières, dans leur formation spécifique pour les infirmières, ont une formation de prélèvements médico-légaux centrée uniquement évidemment sur les problèmes d'agression sexuelle. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre du nombre de victimes que vous allez aider, encadrer finalement peut-être par an ou... Alors, si je reprends vraiment les dernières années, en 2021, fin 2021, on était à 370 victimes plus ou moins. Donc ça de l'année dernière. En moyenne une victime par jour. Oui, là c'était plus ou moins une victime par jour. Ici, fin 2022, on était à 470. Et là, pour l'instant, j'ai pas regardé les chiffres avant de venir, mais on est à plus de 250 victimes et on n'est pas encore à la fin du mois de juin. Donc ça augmente doucement par la rumeur, parce qu'il y a des personnes qui connaissent d'autres personnes qui nous connaissent, et parce que la police travaille en effet en sachant que maintenant ils doivent nous envoyer directement ce type de personnes, et les hôpitaux aussi. Les hôpitaux régionaux savent que les CPVS existent, donc savent qu'ils ne doivent plus eux-mêmes faire les kits de dépistage, etc. Merci. Alors, Rally Scali, vous êtes donc médecin biologiste à l'hôpital de la Citadelle, et vous serez présent avec une équipe, par exemple, on va prendre l'exemple des Ardentes, parce que là, il y a des choses qui s'effectuent au niveau de prélèvement, d'analyse finalement, de consommation de drogue, globalement, c'est ça, hein? Oui, c'est juste donc, si vous voulez, le métier du médecin biologiste, c'est de réaliser des analyses, de faire une validation de ces analyses et une interprétation. Donc on a repris donc ce principe-là qu'on a délocalisé in situ sur le site des Ardentes pour pouvoir doser les différentes drogues et apporter une réponse qui est rapide. Au labo de la Citadelle, on a différents secteurs. Ici, on se consacre vraiment au niveau de la toxicologie pour essayer d'apporter une réponse, comme ce qu'on a fait l'année dernière, par rapport en fait à cette suspicion de piqûre qu'on a pu observer, en tout cas ce phénomène-là. Ça, c'était l'actualité de l'année passée. Exactement. Alors, depuis, on peut voir qu'au niveau des différents articles, au niveau des différentes scènes, c'est un phénomène qu'on retrouve de moins en moins. Mais la police a quand même demandé au niveau de l'organisation des Ardentes d'essayer de mettre en place des mesures préventives. Et donc c'est ce qu'on fait encore à nouveau cette année, en mettant à disposition, via une société analyste avec laquelle on travaille, un espèce de petit appareil dans lequel on sait mettre différents réactifs, différents tests, un panel de drogues en fait, qui regroupe différentes drogues qu'on retrouve lors de ces festivals, qu'on retrouve lors des cas des soumissions chimiques, et pour lesquelles on va pouvoir apporter une réponse rapidement. On a eu une question, injection de drogue en catimini dans la foule. Est-ce que c'était une légende ou réalité après coup? Donc après, c'était l'année passée. C'est une injection pour la personne en elle-même ou une personne qui injecterait pour une autre? Quelqu'un qui injectait d'autres personnes, donc le phénomène du needle spiking. C'est juste. Alors, est-ce que c'était une légende ou réalité finalement? Pour ces piqûres-là, il y a plusieurs hypothèses. Si on prend la première, c'est le fait qu'on utiliserait une piqûre, mais dans laquelle on n'aurait pas du tout de produit à l'intérieur. La deuxième, ce serait une piqûre avec un produit à l'intérieur. Sauf qu'il se trouve que toutes les patientes dans la littérature scientifique que j'ai pu lire, on n'a à aucun moment donné retrouvé une drogue qui serait associée à l'état clinique de la patiente, enfin, de la festivalière ou du festivalier. C'est ce qui fait dire aux gens qu'effectivement, finalement, on n'a pas retrouvé de drogue et qu'il est en fait difficile de pouvoir injecter pour avoir un symptôme, une quantité suffisante. Et donc, si on voudrait retrouver des symptômes, il faudrait mettre au moins 1 à 2 ml, j'invente, de kétamine par exemple, pour pouvoir observer des symptômes. Or, ce n'est pas quelque chose qu'on peut observer puisque les différentes festivaliers et festivalières décrivent une piqûre qui a duré le temps d'un instant. Et ça s'arrête là, quoi. Alors, il y a le phénomène aussi de ce qu'on peut mettre dans le verre, l'alcool. Oui.
festival ou autre, de nouveau, il n'est pas question de stigmatiser les festivals ou de faire peur, pas du tout, puisque les festivals, c'est pas un piège, mais c'est un phénomène dont on a beaucoup parlé, et dans les festivals, on propose maintenant les protections de gobelets, voilà. Oui, c'est juste. Et ça, c'est quelque chose que vous savez analyser aussi lors d'un festival avec des prélèvements ? On n'analyse pas directement les composants, les différentes drogues qu'on peut retrouver. Nous, vraiment, on va travailler sur les patientes, sur les prélèvements d'urine, voire sanguin si on devait être amené à en réaliser un, et puis le rapatrier au niveau de l'hôpital de la Citadelle. Mais on ne travaille pas directement sur les prélèvements. Sur les... Donc le rôle du Labocita dans un festival, par exemple, ici celui des Ardentes, c'est de répondre aux demandes des festivaliers ou festivalières qui seraient dans le doute. Exactement. Et donc on peut aussi... Rassurer. C'est juste, ouais, de et les prévenir. Rassurer. Exactement, tout à fait. Donc de les rassurer, de les prévenir, mais également de rassurer l'organisation qui nous a fait confiance à nouveau cette année et de pouvoir, d'une certaine manière, monitorer l'activité des drogues qu'on pourrait observer. Et donc par exemple, si on est là sur site les 4 jours et si le vendredi on observe par exemple la présence d'une drogue de manière un peu plus prépondérante, on peut avertir la police et peut-être que des dispositions pourront être prises justement pour remédier à ce problème. Si on a l'impression d'avoir été victime de cela, donc dans un verre d'alcool ou autre, quelle est la démarche à suivre ? Enfin, qu'est-ce que vous conseillez de faire ? Oui, tout à fait. Je pense que vraiment, il faut essayer d'estimer, de savoir estimer sa consommation pour savoir un petit peu si l'état dans lequel on se trouve est logique finalement par rapport à sa consommation. Si on est face à une personne qui dit « je n'ai bu qu'un seul verre d'alcool et pourtant je suis dans un état d'euphorie et un peu avec un trouble de l'attention qui n'est pas normal », il faut vraiment se mettre en éveil et se dire « tiens, je vais prendre mes dispositions, me mettre à l'écart, aller rencontrer soit une personne des vigiles, soit du CPVS, soit dans un centre médical directement et puis à ce moment-là, prendre des dispositions, mettre à l'écart et pourquoi pas faire des prélèvements qui pourront peut-être identifier certaines drogues. À l'écart mais jamais seul. À l'écart mais jamais seul. Parce que là, nous, c'est le genre de cas qu'on peut rencontrer dans le carré, par exemple. Là, c'est des personnes qui subitement se sentent pas bien, sortent pour prendre l'air, s'éloignent de leur groupe d'amis, et puis là, là c'est le danger. Donc, s'isoler, jamais. Et si à un moment donné, on sent en effet qu'on est dans c'est un très bon conseil. Oui, s'isoler, mais jamais seul. Voilà. Vous avez été témoin avec votre expérience. Mais nous, on a de cas beaucoup de comme cas. Ça où on se sent moins bien pour X ou Y raison, on va s'isoler seul et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Oui, parce que quand une substance atterrit dans un verre, elle est le résultat d'un geste volontaire d'un prédateur et donc de quelqu'un qui attend en effet que la personne ait un comportement justement d'écart parce qu'elle ne se sent pas bien ou il ne se sent pas bien. Ça peut être des garçons, ça peut être des hommes. Donc je précise toujours parce que parfois les garçons ont l'impression d'être à l'abri. C'est valable pour tout le monde. Et c'est valable pour tout le monde. Il peut aussi y avoir des garçons qui se retrouvent avec quelque chose dans leur verre. Et donc le maître mot de la prévention, c'est pas devenir parano, mais toujours être en groupe. Et si on ne se sent pas bien, en effet, dire à des amis, je me sens pas bien, venez avec moi jusqu'à Stan, la Croix-Rouge ou le CPVS. Enfin voilà, il y a des safety zones en fait sur les Ardentes. Elles portent bien leur nom. Donc sur tous les festivals, j'imagine que ça existe. Ça, j'en sais rien. On va se renseigner. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, parce que c'est le principe du projet Simca, justement, des Ardentes, c'est d'avoir des safety zones. C'est quoi une safety zone Alors, il y en a deux. Ce sont des zones de sécurité, justement, où se trouvent des bénévoles. Et l'aide est là et elle est regroupée. Voilà. En cas justement de difficultés, d'incidents liés à des comportements inadéquats au niveau sexuel. Alors la gamme elle est large. Et donc ce sont des zones où chaque personne peut venir et trouver un accueil, une écoute, savoir ce qui s'est passé, voir en fonction de ce qui s'est passé, ce qu'il y a lieu de faire, et en tout cas se mettre en sécurité puisqu'il y a un fauteuil, il y a un petit salon, et voilà. Jamais seul. Donc voilà, l'importance de sensibiliser aussi peut-être son groupe d'amis propres à être attentifs les uns les autres. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'il faut peut-être retenir. L'attention à l'autre, le contrôle de soi dans la mesure du possible par rapport à l'envie festive. C'est une balance aussi entre les deux, comme on dit. On va à un festival pour s'amuser et pour pouvoir un peu se libérer. Et donc le but, c'est ça, c'est de s'amuser et de se libérer. Mais avec, je vais dire, trop sur la réserve. Voilà,
des guidelines, une façon d'être en groupe qui permettent à la fois de se protéger les uns et les autres et de se protéger soi. De se sentir en sécurité. Et là, cette année-ci, les Ardentes, ils ont ajouté à leur principe Synca de safety zone. Il y en a les safety zones, en fait, il y en a une sur le camping et il y en a une sur le site. Comme ça, tout est couvert. Et alors, ils ont rajouté le principe d'une charte. Qui est rédigé, qui sera diffusé sur les réseaux sociaux, qui sera diffusé aussi sur le site du festival. Une charte qui aborde 2 grandes thématiques, celle de l'environnement et de la protection de l'environnement, et puis celle du consentement et de la responsabilité de soi et de l'autre. Alors le consentement, c'est dans la loi depuis juin. Oui. Donc, c'est cette charte-là que vous parlez ou c'est autre chose? Non, la charte, c'est autre chose parce que ça, c'est un modus vivendi que les Ardentes ont voulu instaurer pour favoriser justement des comportements positifs de la part et des festivaliers et des travailleurs sur le site du festival. La loi, c'est autre chose. C'est vraiment le consentement est rentré dans la loi concernant les violences sexuelles au mois de juin et un viol est considéré comme tel aussi lorsqu'il n'y a pas de consentement. Et le consentement, c'est un avis éclairé. Et donc, quelqu'un qui ne dit pas non ne dit pas oui. Voilà. Et c'est toute la problématique de l'alcool et de l'alcoolisation. C'est que profiter que quelqu'un a bu pour pouvoir avoir un rapport sexuel, ce n'est plus permis par la loi, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement consentement. On parle de vulnérabilité chimique, voilà. Au contraire d'une soumission chimique qui, elle, est involontaire, hein, parce qu'on place, on place quelque chose dans un verre, mais la vulnérabilité chimique, c'est aussi un autre cas de figure qu'on peut observer. Donc c'est le cas où une jeune femme ou un jeune homme a déjà consommé de l'alcool et est dans un état de fragilité ou autre, qu'il a souhaité finalement, hein, mais qui se retrouve dans une situation où il est confronté à un individu auquel il n'aurait pas voulu être confronté. Ouais. Ouais. Oui. Et donc cette charte, l'autre charte dont vous parliez, ça va circuler par exemple sur le festival? Oui, c'est une façon de promouvoir un modus vivendi des uns et des autres sur un lieu où il va quand même y avoir des milliers de personnes et de sensibiliser chacun à l'autre aussi. Donc à soi bien sûr, mais aussi à l'autre et donc de pouvoir dire si vous voyez quelqu'un qui se fait agresser verbalement ou si vous voyez quelqu'un qui est victime de gestes déplacés, d'un comportement déplacé, ne considérez pas, parce qu'il y a ce problème de l'effet de foule là, où on a l'impression qu'il y a tellement de monde que les autres vont réagir ou qu'il y a sûrement déjà quelqu'un qui réagit et du coup il n'y a personne qui réagit. Et donc c'est vraiment sensibiliser chacun à se sentir responsable de l'autre s'il le voit en difficulté, de pouvoir aller le chercher, de pouvoir l'emmener et peut-être le mettre à l'écart et l'emmener vers une safety zone par exemple. Quelqu'un qui est ivre. Ça forcément ça arrive souvent, hein. On a eu une question dans ce sens-là. Quels sont les premiers gestes à appliquer envers une personne en détresse alcoolique en plein milieu d'un festival? Ben voilà, vous le dites, il ne faut pas rien faire en se disant ça va aller mieux. Justement, il faut protéger cette personne en l'amenant quelque part où elle sera prise. Ne pas la laisser seule, l'emmener, aller la déposer dans une safety zone ou appeler les vigiles, mais ne pas la laisser seule pour qu'elle ne se retrouve pas dans cet état de vulnérabilité. C'est juste au-delà de ça. Donc, les personnes alcooliques peuvent se retrouver dans un état comateux. Et donc, est associé à cet état-là un risque d'hypothermie, un risque d'hypoglycémie. Hypothermie, bon, c'est vrai qu'on est en été, mais le soir, il fait déjà un peu plus frais. Oui, ou un accident qui survient exactement. Quand on est seul et personne n'en est témoin, donc il n'y a pas d'aide, quoi. Oui, c'est ça. Il y avait une question qui était posée, comment savoir si on a été victime du GHB? Donc le premier symptôme. Il faut savoir que le GHB, on a un effet qui est assez rapide. Après 15 minutes, on ressent déjà un effet d'euphorie qui est finalement assez similaire à celui qu'on a en buvant de l'alcool. Et donc c'est ça qui est un peu... donc c'est assez difficile de faire la distinction. Si ce n'est que l'alcool, on a quand même besoin de plusieurs doses pour ressentir l'effet, alors que le GHB, avec très peu finalement, on est dans cet état d'euphorie. Et il faut savoir que c'est une drogue qui est malheureusement utilisée dans le cadre de la soumission chimique, mais certains festivaliers la prennent également de manière volontaire pour retrouver un effet d'euphorie, ce qu'on ne conseille pas du tout, parce qu'il y a des effets de dose qui sont catastrophiques, et en prenant une dose qui est supérieure à celle qui amènerait un état d'euphorie, on peut se retrouver très rapidement dans un état de coma. Et donc c'est surtout pas quelque chose à faire, parce que c'est pas quelque chose qui est contrôlé. GHB, exactement, ce serait catastrophique. Et donc, comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est cette inadéquation-là entre les consommations qu'on a eues volontaires et l'état dans lequel on se trouve.
Alors, il y avait une question, je pense que c'était pour vous. Y a-t-il une augmentation significative des cas de violences sexuelles liées à la surconsommation de drogue et d'alcool durant les festivals? Pour pouvoir répondre à ça, il faudra avoir des statistiques et avoir du recul. Et ça, je n'en ai pas. Maintenant, par rapport à l'année dernière, on s'attendait vraiment à un gros boom au niveau des agressions et des conséquences négatives justement de la consommation de drogue, d'alcool, en se disant c'est la première année post-Covid où tous les festivals ça va peuvent remettre... Finalement, non. Et non, nous, sur les Ardentes, on n'a eu aucune victime. On s'est même dit à ce moment-là qu'on allait peut-être les avoir une semaine, 2 semaines après, parce que parfois il faut un certain temps pour métaboliser les événements et se rendre compte que ça ne va pas. Mais ça n'a pas été le cas. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans un festival, en fait, on s'amuse, on est là pour la musique. Oui, oui. Et c'est pas spécialement là qu'on va risquer. Il ne faut pas être alarmiste. Voilà, c'est ça. Notre expérience de l'année passée, on a eu une quinzaine de suspicions pour lesquelles de suspicions de piqûres pour lesquelles on a réalisé notre panel de drogues. Et finalement, on a identifié uniquement des drogues qui avaient été consommées volontairement par les festivaliers. Donc il faut bien distinguer, évidemment, oui, bien sûr, le fait de prendre volontairement une drogue. C'est 15 personnes sur 60 000 festivaliers journaliers, et donc c'est quand même à relativiser. À ne pas minimiser, bien sûr, mais à relativiser par rapport au nombre. Oui, quand on se promène dans la rue, on a appris tout petit à regarder à gauche, à droite quand on traverse la rue. C'est un peu pareil. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'on va avoir peur d'aller marcher, d'aller se promener en ville. Mais ici, oui, non, dans un festival, on peut vraiment s'éclater. Il y a quelques règles de vigilance à avoir, comme on le disait. C'est vrai que les verres, c'est bien de se les protéger, c'est bien d'éviter de prendre un verre sans savoir ce qu'on a mis dedans, etc. Mais en gros, c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas du tout, nous, Vous avez eu été de retour. agréablement surpris. On a été très agréablement surpris, oui, tout à fait. Et aux Ardentes, on sentait qu'il y avait beaucoup de bienveillance des uns par rapport aux autres. Et les gens nous le disaient, les festivaliers nous disaient, il y a beaucoup de bienveillance, les gens sont protecteurs, même sans se connaître. Quand il y a des pots un peu violents, ils sont là pour protéger ceux qui sont embarqués dans le truc et qui sont un peu plus petits ou plus fragiles. Donc la prévention, finalement, la communication, ça marche. Oui, la communication, l'état d'esprit, ce qu'on veut diffuser. Je pense que là, les Ardentes font une belle campagne de communication à ce niveau-là. Vous assurerez une présence dans d'autres événements festifs au fur et à mesure de l'année, hors festival? Nous, on n'a pas d'autres sollicitations actuellement et ce n'est pas notre rôle d'être proactif à ce niveau-là. Oui, c'est un travail H24 pendant toute l'année. Oui, le centre, il est ouvert tout le temps et on a des victimes tous les jours, donc voilà. Oui. Alors, on poursuit avec des questions qui nous ont été posées. Maintenant, ça concerne l'alcool. Faut-il être plus restrictif sur l'accès à la bière dans un festival? Bon, là, c'est une question difficile. Qui a envie de s'y risquer? Faut-il l'être? En réalité, les différents alcools ne se valent pas tous. Il y a des alcools, on parle en alcoolologie d'unité standard d'alcool. Et donc, une unité standard, par exemple, c'est un verre de vin. Mais c'est également, un verre de vin, c'est 7 centilitres d'alcool. Une bière, c'est 33 centilitres. Donc finalement, on peut se retrouver, c'est pas tellement ciblé la bière comme alcool, mais plus la quantité d'unité standard d'alcool qu'on va consommer. La bière, c'est quand même l'alcool qui est, enfin ça dépend de quelle bière vous allez me dire, mais qui est le moins concentré, qui a le degré d'alcool qui est parmi les moindres. Et donc favoriser peut-être la bière plutôt que des alcools forts, ce serait peut-être déjà une stratégie qui est meilleure que celle de proposer des cocktails avec des alcools plus forts. Donc, ça dépend si, oui. Après, ça dépend des goûts de chacun. Mais... Oui, et puis comme on disait, le festival, c'est un lieu de fête et un peu de libération aussi, donc... je pense qu'il n'y a pas de milieu festif où on peut cadenasser, je vais dire, une consommation, en tout cas d'alcool, puisqu'il est permis sur le festival et qu'il est délivré sur le festival. L'important, c'est surtout cette sensibilisation au risque de l'excès, cette sensibilisation de tout le monde à la prise en charge de l'autre, à la responsabilité vis-à-vis de l'autre, pour que justement, s'il y a des dérives chez certaines personnes, elles puissent être rapidement prises en charge et mises à l'abri par la bienveillance des autres. Voilà, et on rappelle qu'il y a souvent des accès à des points d'eau gratuits dans les festivals aussi. Oui. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place voilà, pour aider les festivaliers. Parce que l'alcool n'hydrate pas du tout. Voilà. Alors il y a une question qui nous a été posée. Quelles sont les drogues qui circulent le plus en festival? Oui.
Est-ce que ça, vous avez un... Oui, bien sûr. Donc c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais à nouveau, il faut faire la distinction entre celles qui sont pour la soumission chimique et puis les autres. Et donc classiquement, celles qui sont prises volontairement, ce sera le cannabis. Un peu plus récemment, les nouveaux cannabis de synthèse. On retrouve aussi malheureusement la cocaïne, la méthamphétamine, qui sont des drogues qui sont plutôt actives, qui sont des psychostimulants et qui du coup donnent aux festivaliers la possibilité de faire la fête plus longtemps avec des états d'éveil qui durent vraiment longtemps. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve pour les consommateurs qui souhaitent le prendre. Par contre, dans les soumissions chimiques, on en a discuté, c'est plus, le plus souvent, c'est quand même des traitements qui sont sous ordonnance, et c'est par exemple des benzodiazépines, qui sont des anxiolytiques, mais qui amènent aussi à un effet mieux relaxant, à un trouble de l'attention. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'autre cas de figure, c'est souvent des benzodiazépines ou alors des antihistaminiques qu'on retrouve qui ont un effet sédatif. Et donc tout ça, du coup, on est plus sur un versant médicamenteux que des drogues qui sont prises pour un effet récréatif. Vous parliez du cannabis de synthèse. Ça, c'est... Vous savez nous expliquer? Plus particulièrement, donc, le cannabis, c'est issu de la feuille de cannabis, et le cannabis de synthèse, c'est vraiment fait en laboratoire, et donc c'est des personnes qui se sont amusées à reproduire les structures moléculaires du cannabis en améliorant finalement l'affinité de ces récepteurs-là aux récepteurs cannabinoïdiens, je vais y arriver, qu'on a au niveau de notre cerveau. Et ça a pris le dessus, le cannabis de synthèse? Je n'ai pas à nouveau les statistiques, hein, je ne sais pas si ça a pris le dessus. Maintenant, c'est une alternative que des personnes ont pour consommer et qu'on peut aussi retrouver. Et d'ailleurs, notre panel dont on dispose permet d'identifier certains de ces cannabinoïdes de synthèse. Oui, donc avec ces prélèvements urinaires, vous savez quand même détecter pas mal de choses. Il y a de la prévention aussi aux ardentes par rapport à ça, parce qu'en tout cas l'année dernière, je ne sais pas ce qu'ils ont mis en place cette année-ci, mais la police était présente à l'entrée du festival avec des chiens qui détectaient la drogue, et donc c'était aussi très bienveillant, c'est-à-dire qu'en général les personnes qui se faisaient prendre avec de la drogue n'étaient pas sanctionnées, mais bon, la drogue était confisquée, et voilà, il y avait une alerte, et si ça se reproduisait, alors on leur enlevait leur passe. Mais il y avait quelque chose qui se voulait aussi constructif et éducatif. Il y aura un sexo quiz aux Ardentes cette année. Ça, vous savez nous en dire plus? Pas beaucoup, parce que c'est pas moi qui l'organise. Mais vous êtes au courant de l'actu des Ardentes? Oui, je suis un peu au courant de l'actu des Ardentes. Donc il y aura un sexo quiz. C'est un stand sur lequel seront présentes des sexologues et des psychologues. Et il y aura un quiz à disposition des festivaliers pour répondre à des questions sur la vie sexuelle, etc. Et ce sera donc l'occasion de pouvoir discuter de ces sujets à bâton rompu, poser des questions et avoir des échanges aussi qui soient un peu éducatifs, sensibilisants. Donc voilà, tout ça, ça participe du même package. Eh bien, l'émission, elle touche à sa fin, mais on va terminer peut-être avec un conseil. Tantôt, on a dit d'être attentif au groupe. Quand on s'isole, on s'isole pas vraiment seul. Donc, on s'isole pas, en fait. Non, on ne s'isole pas. Voilà, on va vers les ressources, en fait. Quand on dit on va à l'écart, c'est-à-dire qu'on va vers les ressources qui sont sur le site, et il y en a, puisque je dis à la police et à la Croix-Rouge, il y a les safety zones, nous, il y a aussi le conseil de la nuit. C'est ça le message qu'on doit retenir de cette émission-ci. Oui. C'est voilà, on oublie le terme s'isoler, mais on va vers les ressources chercher de l'aide, et on est bienveillant forcément avec les autres. Oui. Notamment quand il y a des états d'ébriété. Il vaut mieux venir vers nous une fois de trop qu'une fois de trop peu. Voilà. Il y a beaucoup de monde sur place finalement pour ça. Hein. On constate que il y a des équipes entières qui sont là durant tous les festivals pour encadrer les jeunes et les autres. Et que ça se passe bien. Exactement. Merci Karine et merci Rally d'avoir été tous les deux avec grand plaisir sur le plateau ce soir. Un grand merci. On vous dit déjà bon festival d'été alors. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans Vital. C'était la dernière émission de la saison, donc on vous retrouve après l'été avec grand plaisir. Prenez évidemment soin de vous. Excellente soirée.